We Are Zombies de Anouk Wichel, Johan Carl Wichel et François Simard, avec Alexandre Nashi, Megan Petahill et Derek Jones. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui vit dans un monde où les zombies existent, mais sous forme de locs, de gens qui sont comme s'ils étaient déficients mentaux en fait. Et alors les zombies peuvent mordre, mais c'est presque sans faire exprès. Ils sont vraiment comme des humains qui seraient drogués en gros, à moitié amorphes. Et du coup donc certains zombies mendient, traînent dans la rue, d'autres arrivent à faire quelques travaux. Il y a des zombies entre guillemets domestiques, hein, les familles peuvent garder des zombies avec eux. Et donc voilà, c'est un monde où il y a une minorité de gens qui sont zombifiés, mais ils vivent avec. Et il y en a certains qui essayent de revendiquer le statut des zombies, à savoir déjà de plus les appeler comme tels, comme des personnes, je sais plus le terme, mais semi-malades. Et donc ce groupe de 3 jeunes va essayer d'arnaquer une société en se faisant passer pour cette société qui s'occupe de récupérer les zombies qui sont chez vous, donc des membres de votre famille que vous voulez, comme si c'était des vieux qu'on mettait à l'EHPAD en fait. Et donc eux, voilà, ils vont récupérer ces zombies-là pour les revendre sur le marché noir. Sauf qu'à un moment donné, ça va mal se passer. C'est une déception. Sur l'affiche, il y a marqué comédie d'horreur entre La Nuit des Morts Vivants et Shaun of the Dead. Enfin, je suis désolé, mais ça n'a pas du tout le talent des deux films. C'est très potache, l'humour est vraiment limite, bof bof. Je pense que c'est un premier film, parce que déjà 3 réalisateurs sur ce film, ça montre l'amateurisme. Et vraiment, ouais, les 3 acteurs sont bof, hein, oubliables. Les dialogues, enfin... Alors bien sûr, le côté, c'est original de faire un film sur des zombies qui font partie de la société. Je trouve ça cool, mais voilà, ils l'ont très mal exploité. Il y a des moments qui sont un peu cool, d'action, un peu horrifiques et tout ça, que j'ai trouvé quand même pas mal. Mais voilà, dans l'ensemble, non, c'est complètement oubliable et ça c'est pas du tout au niveau de Shaun of the Dead. Donc je ne conseille pas forcément le film. Maxine de T West avec Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney et Kevin Bacon entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le X et qui veut se reconvertir dans le cinéma populaire, traditionnel, et qui est en fait très conditionnée par le fait qu'elle veut devenir une star, qu'elle sait qu'elle deviendra une star et du coup qu'elle se donne les moyens et qu'elle va tout faire pour percer dans l'industrie du cinéma. À côté de ça, il y a un tueur en série qui sévit donc à Hollywood et on va avoir un peu ces deux histoires s'entremêler, sachant qu'il va y avoir un détective privé qui, semblerait-il, est payé par le tueur en série pour surveiller cette actrice. Alors c'est pas du tout une suite, mais ce film fait partie d'une trilogie du même réalisateur avec la même actrice. Il y avait eu un premier film qui est sorti il y a plusieurs années qui s'appelait X, où c'était un groupe de jeunes qui voulaient tourner un film amateur porno dans une campagne un peu genre en mode dans un gîte en fait chez des gens. C'était un film d'horreur où ils vont se faire zigouiller. Ensuite, il y avait eu un film qui s'appelait Pearl, où là, elle jouait une jeune femme qui vivait avec sa mère et son père. Et donc, c'était une jeune fille qui rêvait justement d'aller dans la ville et de devenir aussi une actrice de cinéma. Et en fait, on comprend au fur et à mesure du film que cette jeune fermière est complètement tarée et qui ne supporte pas la frustration. Et ensuite, donc, ce film, Maxine, qui est, voilà, l'histoire que j'ai dit. Mais voilà, c'est dans le même aura, ces 3 films. Et les 3 se passent à une époque, voilà, là, celui-là, c'est les années 80. Mais du coup, c'est pareil, déception, en fait. Sur le coup, des 3 films, je pense que j'ai préféré, c'est le film X, mais qui n'était pas non plus révolutionnaire, mais c'était juste un espèce de slasher à l'ancienne. Le film Pearl, j'ai vraiment pas du tout aimé. Juste à retenir, il y a une scène qui est quand même incroyable de monologue en plan séquence de justement cette actrice, Mia Goth, qui parle mais pendant des minutes, et vraiment là, il y a un jeu d'acteur qui est incroyable. Et donc là, dans Maxine, je le trouve un peu plus rythmé, stylé, la musique est cool, l'image est belle, l'ambiance est bien, mais l'histoire, pas intéressante. À un moment donné, donc on apprend l'identité du tueur, quand on comprend enfin qui c'est et qu'est-ce qu'il lui veut, c'est nul en fait, enfin, ce qu'elle fait après, il y a une scène où elle est face à un mec avec un flingue et un hélicoptère de la police en haut, qui dit quelque chose, elle fait quelque chose, et après on voit le film genre 2 mois plus tard, ou 1 mois plus tard, elle a la best life et tout, enfin, il y a des trucs qui sont complètement irrationnel, illogique dans le film. Donc bref, vraiment ouais, déçu, pas intéressant. Mais là aussi, un truc à retenir, c'est le jeu d'acteur ou le jeu d'actrice de Mia Goth. Il y a une scène, c'est vraiment la scène du début où elle joue, elle fait un casting. Et vraiment, là, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une très très bonne actrice. Et du coup, bah, en fait, elle mériterait à être plus connue et à sortir en fait des films de T West, parce qu'il l'enferme dans ce genre de film un peu où elle joue la bimbo actrice de cul. Mais je trouve qu'elle a vraiment un bon talent et bah, ça serait bien qu'elle sorte de ça parce que malheureusement les films sont pas top. Creation of the Gods de Wershan avec Bo Huang, Fei Xiang et Li Chueyang entre autres. Alors désolé pour la prononciation des noms chinois. C'est donc un film adapté d'un roman, il me
me semble, un film d'aventure, drame fantastique, mais un peu historique, c'est-à-dire que ça va relater l'histoire de la dynastie Chang, qui a donc existé historiquement, avec un peu ce jeu de pouvoir entre les différents duchés de l'Empire de Chine, les différentes familles et tout ça, et il va y avoir dedans un mélange de religion et de mythes et légendes. Alors pour la religion, c'est surtout les religions traditionnelles chinoises et beaucoup le taoïsme, mais incorporé avec du folklorisme, à savoir des dieux, des créatures, etc. Donc dans l'histoire, le prince Yichu, qui est un grand combattant, va vouloir s'accaparer progressivement le pouvoir du royaume des Chang. Il va tomber amoureuse, ou en tout cas être avec une femme qui est la fille d'un rival, qui est possédée par un démon renard, et donc il y a des personnages qui vont s'élever contre lui, grosso modo. Voilà, pour préciser, c'est un film chinois. Creation of the Gun, c'est une adaptation d'une très grande légende chinoise, donc je pense que pour le peuple chinois, le film parle beaucoup. Donc les noms, etc., que ce soit des noms des dieux ou même des noms des personnages historiques, je pense que c'est beaucoup plus dans leur histoire, dans leurs mœurs, et donc c'est plus facile à suivre. Nous, en tant qu'occidentaux, quand on voit le film, alors au début, il y a une voix off qui nous raconte un peu l'histoire, mais c'est vrai que c'est un peu difficile, non seulement parce qu'on n'a pas l'habitude des noms, et il y a beaucoup de noms, et aussi, le mythe, on n'y est pas habitué. Au-delà de ça reste un film divertissant. Je suis quand même un peu déçu parce que j'avais entendu quand même des critiques, pas forcément exceptionnelles, mais quelques bonnes critiques, et en fait, je m'attendais surtout à du gros show, un gros spectacle avec énormément d'effets spéciaux de dieux et compagnie, de guerre et tout. Il y en a un peu, mais c'est pas ouf, je trouve. Par contre, la qualité, elle est très bonne, on voit qu'il y a du budget dans ce film. Franchement, c'est bien fait, il y a peut-être un ou deux trucs 3D que je trouvais pas hyper bien fait, comme il y a un dragon à un moment donné, tu vois vraiment que c'est de la 3D. Mais sinon, globalement, le film, visuellement, il est plaisant à voir, mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyé. Après, je dois avouer que j'ai lutté pour dormir pendant même 2 heures de film sur 2h30, donc c'était dur. Sachant qu'il y a énormément de scènes qui sont très lentes, où ça parle beaucoup. C'est le rythme aussi qui veut ça, un rythme asiatique. Et du coup, c'était vraiment très dur pour m'accrocher. Donc voilà, je pense que je suis passé un peu à côté, mais après j'ai eu un avis d'une personne qui est venue avec moi, qui a eu plus ou moins le même avis que moi, donc je pense que endormi ou pas, en vrai, le ressenti est le même. Voilà, je pense que c'est un film qui parle beaucoup plus, qui va beaucoup plus divertir un public chinois, ou en tout cas asiatique, qui a coutume de ces religions, plutôt qu'un public occidental, parce qu'au final, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas exceptionnel au niveau des effets spéciaux et tout, donc voilà, je suis resté un peu en dehors. C'est un film en plusieurs parties, au moins 2 parties. Il y aura une suite, j'irai certainement le voir, parce que le film m'a pas déplu non plus, mais sans plus. Dîner à l'anglaise, de Matt Winn, avec Rufus Sewell, Charlie Anderson et Olivia Williams, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui va passer un repas ensemble, et en fait, dans ce groupe d'amis, ils sont 4, ils vont inviter une 5e personne qui est plus ou moins une amie, mais que les gens aiment plus ou moins dans le groupe, en fait, et qui va foutre le bordel, dire un peu ses vérités, et va finir par se suicider dans le jardin de la maison d'un des couples. Et de là va commencer un peu toute la merde. Alors, déjà, rien que le début, j'aimerais parler du titre, Dîner à l'anglaise. Ça, quand vous voyez ce genre de titre, vous pouvez être sûr à 100%, vraiment direct, que ce n'est pas le titre original. Et que c'est même pas une simple traduction en français. Et donc, d'ailleurs, le titre s'appelle The Trouble with Jessica. Jessica, c'est celle qui se suicide. Et en fait, dîner à l'anglaise, des Anglais, vu que c'est un film anglais, ils vont pas mettre dîner à l'anglaise. Par exemple, nous, un film français, on va pas marquer un dîner à la française. Donc voilà, déjà les titres comme ça, je les trouve vraiment bidons. C'est pour jouer dessus sur le côté, oh, on aime bien comment les Anglais sont, on va voir. Or là, en plus, c'est pas du tout ça, et je trouve que ça ne représente absolument pas le titre du film. The Trouble with Jessica, donc le problème avec Jessica, c'est beaucoup plus logique, c'est-à-dire qu'en fait le film, le dîner, c'est le tout début du film et ça dure 10 minutes en fait. Après il se passe tout ce qui se passe dans le film, et le sujet du film c'est vraiment le problème avec Jessica, parce qu'en plus pendant tout le film on a des mini-chapitres où à chaque fois il y a marqué problème avec Jessica, après on a le problème avec les amis, le problème avec les voisins, le problème avec la police, etc. Et il y a plein de trucs comme ça qui suivent l'aventure du film. Et je dois dire que c'est presque un des trucs positifs que j'ai aimé dans le film, un des meilleurs trucs, de mettre à chaque fois quel va être le nouveau problème. Voilà, ça a beaucoup plus de sens, et rien que pour ça, je trouve que c'est dommage, et ça, pour moi, ça dénature le film, parce que même, j'adore les films en huis clos et les films de dîner, généralement. Et là, j'ai été déçu au début du film, parce que je me suis dit, les dialogues sont pas ouf, quand ils se parlent à table, la Jessica, elle envoie direct toutes les vérités, je me suis dit, waouh, ça part déjà comme ça, et du coup, vraiment, je l'ai trouvé pas réussi. En fait, ça m'étonne pas parce que c'est pas le sujet du film. Donc voilà, pour le reste, c'est sympathique, il y a quelques petits moments cool, de voir un peu les relations avec tous les personnages qui s'articulent autour de cette Jessica qui s'est suicidée.
pourquoi elle l'a fait, le problème que le couple qui vit dans la maison et qui essaye de vendre la maison avec ce cadavre, du coup, va poser problème. Mais en soi, en vrai, le film est complètement oubliable, il n'y a rien de fou, rien d'autre à dire sur le film. Il y a d'autres films beaucoup plus intéressants au cinéma, donc voilà, je conseille pas forcément le film. Twisters, de Lee Isaac Chung, avec Daisy Edgar Jones, Glenn Powell et Anthony Ramos, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un groupe de chasseurs de tornades qui vont essayer de mettre au point un système pour, on va dire, géolocaliser la tornade en 3 dimensions, enfin pour l'analyser en 3D, afin de connaître un peu plus comment vraiment se forme une tornade, essayer d'anticiper le phénomène et surtout de l'annuler. Donc pendant le film, il y aura aussi un autre groupe de redneck d'Arkansas, des gars un peu bourrins qui eux sont en mode on va dans la tornade en plein milieu du cœur, on lance des feux d'artifice dedans, enfin voilà, eux c'est des mecs qui ont une chaîne YouTube et qui sont là pour briller, et donc dans le film il va y avoir la rencontre entre ces deux personnages principaux. D'un côté plus la scientifique et de l'autre plus le casse-cou. Alors, je sais pas s'il est annoncé comme une suite du film Twister, mais en soi il y a absolument rien de commun entre les deux, à part le fait que, bien sûr, c'est une histoire de tornade et c'est des chasseurs de tornades. Et je veux dire, il n'y a pas les personnages qui reviennent, on parle pas non plus de l'histoire du premier. Donc bon, là, ils ont mis un S pour dire, effectivement, qu'il y a plusieurs tornades dans le film. Pour moi, c'est un film à part entière, même si vous n'avez pas vu le premier, c'est pas grave. Et franchement, je dois dire que j'ai apprécié le film. Je trouve que, déjà, on vient voir un film de tornade, on vient pas voir un film d'auteur. Je vois difficilement ce qui pourrait être fait dans un film sur des tornades comme là, j'ai vu. Donc voilà, on peut pas reprocher une sorte de scénario pourri ou quoi, machin. Je trouve que visuellement, les tornades, elles sont bien faites. Et les acteurs, je trouve que ça va, ils jouent bien. Il y a une très bonne relation entre le personnage principal et son ami. La relation qu'ils ont, je la trouve réelle, plausible. Et même l'équipe des bouseux, là, qui font des trucs YouTube, où tu dis, ah ouais, c'est vraiment les gros bourrins. Alors effectivement, pendant la première partie du film, tu te dis, voilà, c'est vraiment cliché, c'est toujours plus. Mais au final, j'aime bien comment ils prennent un peu un changement d'angle dans la deuxième partie du film. Et donc, même la relation qu'ils ont tous les deux, là, je la trouve bien. Il y a bien sûr des énormités, ça, je pense qu'il y en aura toujours, déjà principalement avec tout simplement le phénomène de choses qui volent. C'est-à-dire que des fois on voit des panneaux publicitaires énormes voler quand les humains sont en train de courir, difficilement, mais ils arrivent à rester les pieds au sol. Ou pareil, on voit des maisons en briques s'envoler, mais les voitures ne s'envolent pas. Donc voilà, il y a des trucs comme ça dans le film, ça on peut pas y échapper, ça peut pas être un film de hard fiction non plus. Mais en tout cas, ouais, je l'ai trouvé divertissant, et si je pouvais même conclure là-dessus, c'est que je pense que j'ai préféré celui-là au premier. Alors le premier il est très vieux, mais en vrai, même si ça reste un classique, pour moi Twister est un classique, mais faudrait que je le revoie, mais il n'y avait pas grand chose dessus en vrai. Et là, celui-là, je le trouve vraiment divertissant, donc voilà, taf accompli. Long Legs de Oz Perkins avec Maika Monroe, Nicolas Cage et Blair Underwood entre autres. Ça raconte l'histoire d'une enquête policière suivie par une agent du FBI qui est un peu médium, qui va être à la recherche d'un tueur en série qui massacre des familles entières, mais qui le fait en fait indirectement, à savoir que les familles se tuent entre elles. Un peu déçu du film, en fait j'en attendais vraiment beaucoup, ça fait des mois que les gens teasent sur ce film, avec d'abord juste des affiches, il y a eu plusieurs affiches comme ça, hyper malsaine, hyper intrigante, suivi après de teasers vraiment de quelques secondes. Je m'attendais vraiment à un truc un truc un peu thriller épouvante, mais psychologique, enfin vraiment un peu tordu. Rien que le titre qui était vraiment bizarre, on savait pas ce que ça voulait dire. Même dans certaines affiches, à un moment donné, on voyait des jambes qui dépassaient du cadre de l'image. Enfin, c'était vraiment spécial. Et en fait, alors le film est pas mauvais et il y a des bonnes choses dedans, mais globalement, ouais, un peu déçu parce qu'en fait, c'est un thriller basique. Bon, je vais rentrer dans les spoils. Ça reste un policier basique, c'est-à-dire qu'il y a un tueur en série et les flics vont tout simplement essayer de trouver des pistes pour retrouver le tueur. Et en soi, ce qui se passe, il y a absolument rien d'original là dans le côté policier thriller, et d'ailleurs c'est un genre qui commence un peu à me saouler avec les genres horrifiques, où c'est tout le temps la même chose, il n'y a aucun renouveau. J'ai l'impression que dans les films policiers, il n'y a plus de surprise quoi, c'est un peu toujours redondant, et surtout que le gros problème que j'ai, c'est que c'est fantastique. Dès le départ, quand on commence à nous dire que en fait c'est des pères de famille qui massacrent leur famille et qui se suicident après, on dit qu'il y a une autre personne à chaque fois avec eux, mais qu'il n'y a aucune trace, donc sous-entendu que c'est quelqu'un qui le ferait, on l'oblige à le faire, donc déjà là je me suis dit attends c'est bizarre, on voit dès le début le fameux tueur en série, donc on se dit attends c'est bizarre que cette personne là arrive à faire ces choses là aux gens, genre même si tu les menaces de mort, en général le père de famille va pas faire ça. Donc voilà, je me suis dit là il y a un truc louche, comment ils vont arriver à s'en sortir jusqu'à la fin du film quoi, pour nous donner ce mystère. En fait c'est que le mystère c'est ta gueule c'est magique, à savoir qu'il y a une histoire d'hypnose. Alors
Alors oui, l'hypnose, c'est pas de la magie, hein, c'est réel, mais tu vas pas pouvoir hypnotiser quelqu'un jusqu'à lui dire de tuer sa famille, en fait, et de se suicider. Ça, c'est pas possible. Ton cerveau, il va s'arrêter avant. Donc voilà, c'est le côté un peu trop facile du truc, bah voilà, le tueur, comment il faisait, quoi. Après, par contre, pour le côté du tueur en soi, Nicolas Cage, bravo. Enfin, vraiment, de toute façon, cet acteur est vraiment génialissime. C'est juste qu'il fait tout et n'importe quoi dans les films, donc il va accepter les pires rôles. Mais voilà, s'il est bien casté, s'il est dans un bon film, etc., il peut être génial. Et en tant que talent d'acteur, Nicolas Cage est exceptionnel. Et donc là, dans son rôle de psychopathe, il est vraiment parfait. Et même là-dessus, j'ai un petit bémol, c'est-à-dire que j'aurais tellement aimé en voir plus. La première scène du film, elle m'a glacé le sang, elle m'a donné des frissons, avec cette petite fille qui est dans la maison et qui voit une voiture arriver. Rien que le premier mot de Nicolas Cage me fout les boules. Quand il dit coucou à la petite fille en se cachant derrière la maison, mais quelle horreur, j'en ai des frissons. Et comment c'est cadré, cette image carrée où on voit pas Nicolas Cage, on voit que son corps parce qu'il est trop grand sur l'écran. Elle est horrible, vraiment la première scène est incroyable. Et après il y a le générique qui arrive et l'histoire débute, et à partir de là, alors, à part les quelques scènes où on voit donc Nicolas Cage, je les trouve très bonnes, jusqu'à la scène finale où il s'éclate la tête. Nicolas Cage, franchement, voilà, rien à dire sur son truc. Le personnage est flippant, mais du coup c'est dommage parce que voilà, tout le reste du film c'est juste une enquête policière basique, avec encore une fois le rôle d'une agent du FBI qui est un peu médium, qui est un peu autiste sur les bords. Donc voilà, c'est déjà vu. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'en fait pendant le film, il y a des moments de tension, il y a des plans, je trouve, qui foutent vachement les jetons. Juste des plans, il se passe rien. En plus, plusieurs fois, je me disais, il va y avoir quelque chose qui va arriver derrière. Il se passe rien, mais c'est comme c'est filmé. Donc il y a des bonnes idées, mais ça va jamais au bout. Et j'aurais aimé que ce film soit flippant de A à Z. Et cette histoire de Longlegs, qui est en fait le surnom du tueur, il est même pas expliqué dans le film. Alors ça, après, c'est pas grave, ça peut donner libre à l'imagination, mais je trouve qu'il a pas de lien avec son personnage, avec le fait qu'il crée des poupées. Je trouve que le film n'y va pas assez, et c'est dommage parce que vraiment, il y avait matière à faire un putain de film d'horreur, en même temps qu'il soit thriller, et je trouve que c'est pas assez poussé. Et pour ça, c'est un peu dommage, surtout que le film dure 1h41, et je l'ai senti passer, quoi. Je l'ai trouvé long. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'avais de quoi faire beaucoup plus fou et dark avec ce personnage de Longlegs, de plus horrifique, parce qu'il est quand même catégorisé dans le côté épouvante horreur. Donc voilà, je suis mitigé, et surtout, c'est le truc que j'aime pas, c'est voilà, c'est une enquête policière, mais au final, l'énigme et la résolution de l'enquête, c'est un truc de quasi fantastique, quoi. Donc voilà, pour conclure, même si je dis globalement que je suis déçu du film, je conseille d'aller le voir parce que c'est quand même un film qui change et qui déroute, un thriller horrifique avec un Nicolas Cage exceptionnel. Donc voilà, rien que pour ça, je vous conseille de voir le film parce que mine de rien, il y a des petites scènes qui marquent, même si le film est pas génial. Les fantômes de Jonathan Millet avec Adam Bessa, Taoufik Barom et Julia Franz Richter. Ça raconte l'histoire d'un Syrien qui est venu se réfugier en Europe et précisément en Allemagne, mais qui va également faire partie d'un groupe, alors c'est ceux-là qu'on appelle les fantômes, mais d'un groupe de survivants syriens, ou enfin c'est pas très clair sur ce que c'est, mais qui vont être à la poursuite de leurs assaillants, que ce soit donc des rebelles ou des terroristes ou autres Syriens qui leur ont fait du mal pendant qu'ils étaient là-bas. Donc en l'occurrence, le personnage principal qu'on va suivre va aller à Strasbourg en France parce que c'est là qu'ils ont une piste pour une des personnes qu'ils doivent traquer. Et le film, ça va se résumer à ça. En fait, il va passer donc son temps à essayer de s'approcher de lui, à être sûr que c'est bien cette personne, parce qu'ils ont qu'une petite photo. Et en fait, c'est un mec qui l'a torturé pendant qu'il était en Syrie, mais il n'avait jamais pu voir son visage. Et réciproquement, le tortionnaire n'avait jamais vu le visage de la victime. Donc voilà, on va le suivre en train d'essayer de se rapprocher de cette personne, tout en l'entendant communiquer avec son groupe. C'était un beau film, j'ai passé un bon moment. Je trouve que l'acteur, il joue vraiment très bien. On sent son côté, en fait, le drame qui enveloppe donc cet homme, suite aux atrocités qu'il a subies directement ou indirectement. Je trouve que la meilleure scène, c'est celle où ils sont en face à face, où ils sont en train de manger dans le restaurant. Je la trouve vraiment très bien faite, je trouve qu'il y a une tension, on la sent palpable avec donc cet homme qui le regarde insistement et qui lui pose des questions, enfin même sa manière de poser des questions, et voilà, suivre son parcours donc à cet homme, je trouve quand même vraiment fort. On voit aussi un peu les relations qu'il a avec sa mère qui habite au Liban, avec une femme syrienne réfugiée qui est en France aussi, et aussi une autre, je crois que c'est une Allemande, qui fait partie du même groupe que lui. Et voilà, même la fin je la trouve très bien, et surtout la scène finale, j'adore.
c'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait partie des rares films où le dernier plan du film est bouleversant. C'est des regards caméra et vraiment je les trouve vraiment fortes. Voilà, du coup je conseille le film. To the Moon de Greg Berlanti avec Scarlett Johansson, Channing Tatum et Woody Harrelson entre autres. Ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans le marketing, la publicité, mais qui est aussi une escroc sur les bords, qui va être engagée par un agent un peu inconnu d'un service secret pour réaliser un film bidon, donc sur le voyage sur la Lune. Donc ça se passe dans les années 60, et plus précisément en 69, l'année où du coup les Américains doivent poser des humains sur la Lune, et donc il y a le Channing Tatum qui a une haute fonction dans la NASA, qui chapeaute un peu toute la mission, et qui va donc faire la rencontre de cette femme, qui va être officiellement un peu la chargée des affaires publiques, quoi, qui va être en relation avec les médias et tout ça. Il va avoir une relation amoureuse qui va se créer entre les deux, mais surtout voilà, on est concentré sur ce projet d'Apollo. Est-ce qu'il va être mené à terme, est-ce qu'ils vont réussir, et en parallèle, ce fameux mec un peu bizarre qui justement va demander à cette femme de réaliser un film. Officiellement pour servir de backup au cas où les images de la vraie mission seraient un peu nazes. Le film en soi, il est pas trop mal, j'ai passé un bon moment dedans. Channing Tatum, j'aime beaucoup cet acteur, Scarlett Johansson aussi. Et les deux, ça fonctionnait bien, il y avait des bons dialogues entre les deux. J'ai quand même préféré la première partie du film à la seconde. Je trouvais que c'était plus rythmé, c'était plus sympa, justement les dialogues et tout, c'était plus drôle. La seconde partie, je l'ai trouvée un peu longue, un peu poussive, surtout la fin du film, où à chaque fois je pensais qu'allez, ça allait être la dernière scène, en fait non, il y a une autre scène, en fait non, il y a une autre scène. Donc je m'étais dit, bon, c'est quand que ça se termine. Il dure 2 heures, sur le coup, je les ai un peu sentis passer. Après voilà, c'était original d'avoir fait un film là-dessus, parce que 3 Américains sur 5 qui ne croient pas au fait que les Américains sont allés sur la Lune, et il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi justement les images qu'on a vues sont des images fausses qui ont été tournées dans la zone 51, une zone strictement réservée au gouvernement américain, et notamment réalisée par Stanley Kubrick. Donc voilà, il y a eu tout un mythe là-dessus. Il y en a qui pensent que les humains sont jamais allés sur la Lune, il y en a qui pensent qu'on est allé sur la Lune et que c'est des vraies images, et il y en a qui pensent qu'on est allé sur la Lune mais que c'est des fausses images. Et du coup le film, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il joue sur un peu ce truc là de... Pendant le film en fait on se dit alors de quel côté le réalisateur est. Est-ce que du coup il admet bien que on est vraiment allé sur la Lune mais que ça a été tourné en studio et tout? La réponse elle est dans le film, donc je vais pas la spoiler. Mais par contre, il y a un truc que j'ai trouvé un peu gros, c'est en fait au moment où il y a la mission qui a lieu pour de vrai, Scarlett Johansson essaye de montrer des images à Woody Harrelson. Il y a tout un truc, je trouve que là c'est un peu gros, mais bon après ça donne un peu un effet comique à la scène à la fin. Mais bref, voilà, le film... Si vous avez envie de le voir et que vous aimez les acteurs, allez-y. Si vous vous intéressez justement à ce sujet sur les Américains qui sont allés sur la Lune, c'est aussi intéressant. Après voilà, je le trouve pas exceptionnel comme film. Et c'est surtout que ouais, sur la durée, la fin, je me suis un peu ennuyé sur la fin du film. Santosh de Sandhya Suri avec Sahana Goswami et Sanjay Bishnoi entre autres. Ça raconte l'histoire d'une femme indienne qui, suite à la mort de son mari qui travaillait comme policier, va se voir plus ou moins confisquer l'appartement que son mari avait, se faire un peu rejeter par la belle famille, etc. Et en fait, on va lui voir offrir le métier de son mari. Alors ça, c'est un truc que je ne savais pas, c'est qu'apparemment, en Inde, la veuve peut, si elle le souhaite et si le métier le permet, prendre vraiment le poste de son mari décédé. Et donc, elle va accepter, elle va devenir policière et elle va suivre une enquête sur le meurtre d'une jeune femme qui a été violée et donc tué. J'ai passé un bon moment dans le film. Alors c'est particulier parce que je vais essayer d'être honnête, et le polar en tant que tel, enfin le thriller, l'enquête, elle est pas folle non plus, y a rien d'exceptionnel, mais ce qui est en fait intéressant, c'est que c'est un film indien. Et du coup, pour un occidental, c'est complètement nouveau, neuf de A à Z. Déjà d'entendre l'hindi, ensuite de voir les mœurs, que ce soit les classes sociales, ce qu'ils appellent les castes, avec différentes strates, et à chaque fois la catégorie d'au-dessus est considérée comme des demi-dieux par rapport à celle du dessous, elle a beaucoup plus de droits et de privilèges, comparé aux autres, et aussi le côté, alors religieux il n'est pas trop présent, sauf que ça parle un peu justement des musulmans, mais c'est surtout aussi la condition de la femme, et c'est ça le point principal du film, le rapport homme-femme, comment les femmes sont traitées dans cette société encore très patriarcale et machiste, et donc en l'occurrence aussi des nombreux viols qui s'y passent. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant à regarder.
pour un occidental, le film vaut absolument le coup parce que ça permet de s'ouvrir à une autre culture qu'on n'a pas l'habitude de connaître et de voir ce qui s'y passe là-bas, parce que je pense que c'est quand même un bon reflet de l'état actuel de la société indienne. Et donc voilà, le polar permet ça en fait, c'est de comprendre, déjà c'est une policière, hein, celle qui va enquêter, donc qui est dans un milieu particulièrement masculin, que ce soit envers ses collègues ou même envers les gens qu'elle interroge, et tout simplement, et ce qui va arriver, alors surtout avec la personne qu'ils vont essayer de retrouver, hein, le bourreau de cette victime. Et d'ailleurs, bon là je vais spoiler un peu pour le film, mais du coup justement c'est intéressant aussi de voir ce qui s'y passe, c'est-à-dire que quand il chope le présumé coupable, il le torture, hein, et ça donc on le voit plusieurs fois dans le film que la torture en Inde c'est quelque chose de complètement banal, même si c'est pas légal, mais en tout cas c'est très pratiqué. Et en fait le film est intéressant sur le fait de voir que en fait sa chef, qui est aussi une femme, Santosh, qui est l'héroïne, en fait manigance plus ou moins tout ça pour en fait former la fille qu'elle aime, hein, parce qu'il y a clairement une tendance un peu lesbienne, hein, pour sa chef, et qui veut essayer de la former à ce monde-là, et en lui donnant une leçon à la fin, parce que donc on apprend que celui qu'ils ont torturé à mort était en fait innocent, lui faire comprendre qu'en fait c'est la cause qui est plus importante, à savoir la cause de la femme, et que ce qu'ils ont fait là, même si ça a coûté le poste de sa chef, c'était pour montrer un message fort en disant faut arrêter de toucher aux femmes, quoi, en gros. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment très intéressant sur ça, la morale de l'histoire et la fin du film, j'ai vraiment bien aimé. C'est juste que j'ai eu du mal avec ce passage, avec la torture et tout ça, dans le sens où je me suis dit, s'ils savent que c'est pas le tueur, en fait, à quoi ça sert de le torturer pour avoir des aveux? Je veux dire, tu mets une balle dans la tête et basta. Mais après, oui, c'est peut-être pour dire que, parce que ça a fuité le fait qu'il y a eu de la torture, etc. Donc c'est peut-être pour montrer cette image forte en fait. Mais bon voilà, vraiment, je conseille le film. Le film en soi en tant que polar est bien, hein, il est correct, mais surtout ça nous montre une image sur la société indienne qui est très intéressante. Horizon, une saga américaine, chapitre 1 de Kevin Costner, avec Kevin Costner, Sienna Miller et Sam Worthington, entre autres. Ça raconte l'histoire de plusieurs individus sur plusieurs territoires de l'Ouest américain, qui commence dans les années 1850, et qui va raconter un peu ces personnes qui vont essayer de trouver de nouvelles terres dans justement l'Ouest américain, à l'époque où il y a encore les Indiens d'Amérique qui ont des territoires. Et donc le film va se concentrer sur les 3 personnages, à 3 endroits différents des États-Unis, d'abord dans le Montana, ensuite le Wyoming et enfin vers le Kansas. Ces familles qui vont être soit confrontées directement à des tribus natives américaines, ou alors ça va se concentrer sur tout simplement des histoires avec des bandits, des hors-la-loi, et des familles qui essayent de construire leur nouveau monde. C'est un western, donc. Le film dure 3 heures, et pour une durée aussi longue, je trouve que le temps passe assez bien. On s'ennuie pas spécialement. Je trouve qu'il est bien fait au niveau de la caméra, des angles qu'ils prennent, des plans qu'ils font et tout ça. Je trouve que il est agréable à regarder. Bien sûr, niveau costume, tout est bon. Et même les scènes d'action, je trouve qu'elles sont vraiment très bien faites, très réalistes. Il y a beaucoup de moments où vraiment c'est violent, c'est une violence brute. Et il y a de la tension aussi qui est bien faite. Le seul petit bémol, c'est les moments un peu, pas joyeux, mais en fait c'est des moments innocents dans le film. En fait ça joue beaucoup par contraste entre les moments de tension, de suspense, où il va y avoir des morts et du sang, et les moments mignons, amoureux, etc. Où là je trouve que même la musique joue énormément, et je trouve que c'est moins réussi parce que ça fait presque fake, trop comique, enfin je sais pas comment dire. Mais il y a une petite musique enfantine, quand t'as les personnages principaux qui essaient de se tourner autour, je trouve que ça fait limite du bébé, enfin limite ado, enfin je sais pas, je trouve que les moments légers du film, ils sont trop caricaturaux, et t'as envie de dire, c'est bon, t'es dans un drame western, fais des moments même sereins, joyeux, un peu plus adultes quoi. Donc du coup ça je trouve que c'est un peu raté. Après voilà, le reste du film il est vraiment très bien fait. Donc voilà, pour ceux qui aiment les westerns et les grands plans comme ça de l'Ouest américain, je conseille d'aller le voir, faut pas avoir peur du temps, et surtout aussi, faut savoir que c'est alors je sais pas si ce sera une trilogie ou quoi, mais déjà voilà, le premier film est une première partie, donc il y aura au moins 2 parties. Sachant qu'à la fin du film, ça c'est pareil, un autre point très négatif, c'est que la fin du film, pendant au moins 2 minutes, c'est un trailer du film d'après. C'est-à-dire, il y a une musique, il y a plein de plans, d'images rapides, de scènes qui vont se passer après le film. Ça spoil tout le film. Genre, il y a énormément de scènes où on voit les personnages qu'on a vus dans le premier film, rencontrer d'autres personnages et interagir dans des scènes d'action ou de tension. Je trouve ça naze.
Déjà, les trailers de base, je les trouve mal faits, hein, pour les films en général, mais là, ils te foutent le trailer dans le film, quoi. T'es au cinéma, t'as la lumière toujours noire, et c'est avant le générique de fin, quoi. Ils te foutent des images comme ça, je sais pas. En fait, au tout début, quand il y avait certaines images, je trouvais que c'était bien fait, c'était original de faire ça, genre le film finit et on nous dit, bah voilà ce qui va se passer après, mais voilà, ça a duré 2 minutes, c'est un trailer entier, et ça a spoilé beaucoup trop, quoi, donc c'est dommage. Mais mis à part ça, ça reste quand même un bon film. Deadpool et Wolverine, de Sean Levy avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, entre autres. C'est suite des aventures de Deadpool, qui cette fois-ci va faire face à la TVA, une sorte d'organisation, d'administration qui veille en fait au bon fonctionnement du multivers, qui a été instaurée dans la série Loki. Et donc là, en fait, voilà, son monde va partir en couille suite à la mort de Logan, donc le Wolverine. Et en fait, on lui explique, donc il y a des gens qui viennent prendre Deadpool, pour lui expliquer que... vu que Logan était un personnage, alors j'ai plus le terme, mais c'était un personnage clé de son univers, si il meurt, en fait, ça va détruire son univers. Et donc, ils disent à Deadpool que ils ont besoin de lui pour d'autres choses, je crois, mais en tout cas, son monde, il est foutu. Et donc, Deadpool va pas être d'accord avec ça. Ce qu'il va vouloir faire, c'est récupérer un autre Wolverine d'un autre univers pour l'amener dans le sien, afin que son monde ne soit pas détruit. Alors, j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé top. Par contre, je vais commencer directement par les points négatifs. En fait, c'est l'histoire de base qui est un peu relou. Alors, je comprends que comme Marvel est dans une phase de multivers avec voilà, tout plein de trucs comme ça, c'était logique qu'ils rentrent dedans. Surtout, c'était annoncé avec le titre, hein, un Wolverine, on sait que Logan est mort, donc on se doute que c'était un Wolverine d'un autre univers. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, c'est toute l'histoire de la TVA que j'ai du mal, hein, la série Loki. Elle est pas nulle, mais le truc c'est que c'est juste incohérent de A à Z. En fait, les films ou séries qui parlent de voyage temporel, de boucles, etc., de mondes parallèles et tout, il y a toujours des incohérences. C'est impossible de faire quelque chose de juste. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce genre de série, parce que c'est pas logique en fait. Il y a plein de choses qui vont pas. Et donc là, par exemple, à commencer par cette logique de dire qu'il y a des personnages, des gens uniques dans chaque univers. Genre, c'est-à-dire que s'ils meurent, l'univers entier est détruit. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Que la TVA, ils ont une ligne temporelle, ils savent tout ce qui va se passer. Je veux dire, tout est écrit. Même Kang, le grand méchant de cette phase Marvel, qui sait tout le futur. Enfin, je veux dire, tout est écrit à l'avance. Logan, je veux dire, ça faisait partie limite de son destin, en fait, qui meurt dans le film Logan. Le fait que, si quelqu'un meurt, l'univers meurt, je trouve que c'est complètement arbitraire et en fait je vois pas en quoi l'univers se détruirait, on sait pas pourquoi, enfin voilà, j'ai vraiment du mal avec cette conception, donc c'est ce côté-là qui est chiant, mais je le savais, c'était obligé qu'on allait voir le TVA. Et l'autre truc un peu relou, c'est le côté vulgaire. Alors moi j'ai kiffé les 2 premiers Deadpool, je kiffe le côté un peu violent, que ça soit vulgaire, violent et tout, mais c'est vrai que à ceux qui râlent sur ça, je trouve que c'est un peu abusé. Genre là, c'est tout le film du début à la fin où il y a une blague sur le caca pipi cucu. Vraiment, à force, c'est un peu relou en fait. Parce que des fois, il n'y a même pas raison en fait de faire des blagues comme ça. Donc je sais que Deadpool il est comme ça, mais vraiment je trouve que c'est too much. Et des fois, ça fait même pas rire en fait. Même si on est adepte de ce genre d'humour, à un moment donné, on sature. Mis à part ça, le film est quand même vraiment top, il est jouissif. La première scène d'intro, elle est géniale. Comment il met en introduction le fait qu'ils vont ressusciter Logan, je la trouve vraiment parfaite. Ils ont vraiment bien géré le truc. Le fait que Deadpool puisse briller le 4e mur, moi, c'est un truc que je kiffe. Et du coup, ils jouent vachement avec ça et je trouve que c'est intéressant, ces interactions. Donc voilà, comment ils vont ramener Logan et tout, je trouve ça cool. Les premières scènes, la scène d'action, elle est incroyable. Les autres scènes aussi qui suivent, les caméos qui arrivent dans le film, il y a plusieurs caméos, mais qui ont chacun une certaine importance, et je trouve ça cool aussi. Oui, autre petit bémol, c'est le The Void, là, c'est l'espèce de monde rebut. Alors c'est marrant parce qu'ils ont fait un gros clin d'œil à Mad Max, ça j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais ouais, ce qui s'y passe, je trouvais que c'était un peu vite fait. Et pareil, donc en parlant de la méchante principale, je la trouve pas très intéressante. Mais voilà, le film en général est vraiment cool, les interactions entre Wolverine et Deadpool sont top. Les apparitions des autres Deadpool, je les trouve drôles. Comment l'histoire s'enchaîne, ça va, c'est pas trop lent, c'est pas trop chiant. On passe un putain de bon moment, et enfin voilà, y a rien à dire. Deadpool, c'est le haut du panier des films Marvel, avec voilà, on va dire les Gardiens de la Galaxie et quelques rares films comme les Avengers et le Thor 3. Et vu la merde qu'on a eu depuis un moment là des films Marvel, à l'exception du dernier Doctor Strange que j'ai trouvé sympa pour le côté horrifique, voilà, Deadpool, ça relève le niveau et franchement je conseille d'aller le voir. Si vous voulez voir, vous aimez le blockbuster et vous aimez les films comme ça bourrins d'action, là il y a même pas hésité quoi. Vraiment, on passe un très bon moment.